Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cet épisode bonus de Tech Café, un format Tech Café Week-end. Je suis Guillaume Vendée et on va parler dans cet épisode ensemble de l'événement Surface, donc le Surface Event de Microsoft, où ils ont annoncé plusieurs produits autour de la mobilité, pour te dire 5 produits ou 5 plutôt mises à jour de produits, et je trouvais intéressant qu'on puisse se poser quelques minutes pour en parler, et pour ça forcément je suis accompagné de Cassim Ketfi. Salut Cassim. Salut. Merci beaucoup de te joindre à moi pour cet enregistrement. Forcément, quand on parle de Microsoft, on pense Cassim. Et puis en plus, j'ai vu l'excellente vidéo que tu as faite chez Frandroid qui récapitule bien l'événement. Je pense qu'on va se livrer un petit peu au même exercice, mais avec peut-être moins de montage, plus de liberté de parole et en même temps sur un format contraint dans le temps pour compléter un petit peu cette vidéo. Donc merci beaucoup d'être dispo avec moi. Ce qu'il faut se dire peut-être en intro, c'est que y a un truc qui arrive bientôt, c'est Windows 11. Il y a eu dans l'inconscient collectif et dans les fiches de spec des incompatibilités entre des produits Surface récents et Windows 11. On en a déjà parlé dans Tech Café. Et forcément Microsoft voulait un petit peu préparer sa gamme de produits pour les estampillés Windows 11. Vous allez voir d'ailleurs que c'est pas si simple. Écoute Cassim, je pense qu'on va faire l'exercice dans les règles de l'art et reprendre peut-être les produits un à un. On va commencer par le Surface Go 3 qui est la tablette de Microsoft d'entrée de gamme. Comprenez, c'est l'équivalent de l'iPad classique d'Apple. Donc spontanément on a tendance à le conseiller pour des étudiants. Bon, des étudiants toujours un peu fortunés s'ils peuvent se payer ce type de produit régulièrement, mais pourquoi pas. Donc 439 € et il faudra compter au passage 99 € pour le clavier et si vous voulez un stylo avec aussi 99 € complémentaires. Principalement, ce qu'on peut dire peut-être Cassim, c'est que c'est le même produit qu'avant, mais avec une mise à jour du processeur. Je me trompe ? T'as tout dit, c'est vraiment une simple révision comme on peut l'avoir, comme l'iPad classique d'Apple, c'est-à-dire vraiment juste on change le processeur à l'intérieur et ça fait un nouveau produit parce qu'il est plus récent. Si ce n'est que autant dans le cas d'Apple, l'iPad, je suis prêt à le recommander à peu près tout le monde parce que en fait, il fait tout ce que t'as besoin de faire avec un iPad. Si tu veux mieux, tu peux avoir mieux, mais c'est pas obligatoire. L'iPad est vraiment un bon produit en lui-même, surtout à son prix. Autant la Surface Go 3, je suis un peu plus mitigé parce que en fait, elle a les capacités pour être un bon produit, mais je trouve que Microsoft ne met pas peut-être le bon investissement dedans pour en faire ce produit incontournable ou facilement recommandable. Tu l'as dit, le clavier à 99 € et le stylet à 99 € pour moi. C'est des choses qui devraient être au moins le clavier devrait être intégré avec parce que Microsoft communique sur un produit 2 en 1 et la tablette seule du coup n'est pas un produit 2 en 1, il faut le clavier obligatoirement avec, donc forcément tu rallonges de 100 €. Et puis en plus cette configuration entrée de gamme, donc tu l'as dit à 439 € je crois, oui. Elle intègre que 64 Go de stockage et 64 Go de stockage sur un stockage eMMC, c'est-à-dire que c'est pas aussi performant que les SSD auxquels on est habitué. Et puis avec un processeur moins bon que celui de la version haut de gamme. Donc c'est pas un Core i3, c'est un Pentium. En plus de 10e génération de mémoire. Donc vraiment des caractéristiques un peu trop en retrait à mon goût pour que ça passe en termes de rapport qualité-prix intéressant. Après, le produit a une excellente finition. On est dans l'écosystème Microsoft. On est, sur un bon produit, quoi, en termes de qualité. Mais voilà, en fait, c'est un produit où on a trop tendance à dire alors oui, mais attention, il faut prendre cette version avec cette option et cette option. Et en fait, la facture n'est plus du tout la même à la fin. C'est ça le problème. Il y a trop de réserves en fait. Ouais, c'est un petit peu compliqué. La question qu'on peut se poser assez légitimement, c'est que quand on parle produit, appareil pour les étudiants, il y a les Chromebooks qui arrivent peut-être spontanément en tête, notamment pour le marché anglo-saxon, j'imagine. En France, c'est peut-être plus des ordinateurs traditionnels. On peut éventuellement parler de l'iPad, mais c'est vrai qu'on parle pas souvent, à mon sens, de la Surface Go 3 pour les étudiants. La Surface Go, de manière générale, c'est probablement toutes ces explications mises bout à bout qui expliquent ce résultat. Allez, on passe à la Surface Pro X. Si je dis pas de bêtises, c'est la deuxième itération de la Surface Pro X. C'est un produit qui est arrivé comme ça dans la gamme il y a pas très très longtemps, qui est donc actualisé.
Alors le prix, à chaque fois je vais vous donner le prix d'accès hors accessoires, mais c'est 1169 €, donc on est tout de suite sur une gamme de prix beaucoup plus importante, qui reste correcte par rapport à beaucoup d'ordinateurs de performance qu'on peut trouver chez la concurrence, à voir comment on peut le positionner. En tout cas c'est un processeur ARM, donc on n'est pas sur un processeur Intel cette fois-ci. C'est un Qualcomm sur lequel ils ont mis un sticker pour grosso modo dire que c'est du Microsoft, mais bon c'est évidemment pas Microsoft qui a conçu ce processeur de bout en bout. Et là, on a une Microsoft Ad avec la fiche produit sur le site de Microsoft qui nous dit que et c'est le seul appareil de la gamme Surface Windows qui indique que la mise à jour gratuite vers Windows 11 sera disponible, soyez large, entre fin 2021 et 2022. Windows 11 est uniquement préinstallé sur les appareils en version Wi-Fi, disponible début 2022. Alors là, c'est le genre de petit détail qui va peut-être pas concerner tout le monde, mais qui moi m'interpelle à chaque fois parce qu'on est quand même sur des produits dont le logiciel et le matériel sont proposés par Microsoft, et on a comme ça des petites incompatibilités. Ça peut arriver sur certaines fonctionnalités, mais carrément d'avoir l'OS qui n'est pas dispo dans la bonne version pour cette connectivité-là, ça la fout mal. Bon, à qui on peut conseiller cette Surface Pro X? C'est un peu compliqué parce que c'est le meilleur et le moins bon de plusieurs mondes en fait, Cassim, non? Oui, alors je vais pas me faire des amis chez les fans de Microsoft, je pense. On va me renier. Mais non, ils vont t'apprécier pour ton honnêteté. Non, mais la Surface Pro X, soyons clairs, moi je la recommanderais vraiment à personne, mais vraiment à personne. C'est-à-dire que c'est un produit qui est beaucoup trop cher, et surtout le problème fondamental, pardon, c'est que alors tu t'as dit que c'était la deuxième génération, pas exactement. En fait, elle était déjà sortie la deuxième génération. En fait, cette version-là, sa seule nouveauté entre guillemets est de seulement avoir Windows 11 préinstallé sur la version Wi-Fi, et d'avoir un prix qui a été un peu revu à la baisse, mais qui est toujours assez élevé. C'est vraiment les deux seules nouveautés. Le matériel en fait n'a pas vraiment évolué, et c'est un peu le problème, c'est que Microsoft est vraiment à la traîne quand il s'agit de ARM. Déjà, ils sont pas concepteurs de processeurs comme tu l'as rappelé. Ils vont chez Qualcomm pour se fournir. Qualcomm est à la traîne, et Apple a pris vraiment un train d'avance là-dessus. Et ARM sur Windows, pour l'instant, c'est pas très très utilisable. Et à ce prix-là, en fait, tu t'handicapes pour rien en fait à ce prix-là. Ouais. C'est pourquoi tu irais prendre la Surface Pro X pour t'handicaper autant, alors qu'elle a pas vraiment d'argument à côté. L'autonomie est pas si incroyablement meilleure que ça. Il n'y a pas d'avantage à prendre cette tablette-là plutôt que la Surface Pro 8 dont on va parler juste après, par exemple. Il y a 10 € de plus. Il n'y a vraiment pas d'intérêt à partir chez ARM sur Windows aujourd'hui, alors que par contre chez Apple, le passage à ARM, il était beaucoup plus immédiat et il avait beaucoup plus de sens, parce que la puce M1 d'Apple déjà était très intéressante, et puis il y avait toute une sorte de nouveauté à côté du côté, par exemple, du fanless, d'avoir une autonomie beaucoup plus intéressante, etc. Chez Apple, voilà, ça avait du sens. Ici, pour le moment, ça n'a pas de sens de passer en ARM sur Windows aujourd'hui, quoi. Est-ce que la raison, j'ai peut-être une bêtise, mais est-ce que la raison d'avoir, je sais pas s'il y a grand monde qui a besoin de ça, mais la raison d'avoir un appareil qui soit connecté en permanence, est-ce que ça peut être un argument? Ça aurait pu être un argument, mais théoriquement, n'importe quel produit, même un produit avec Intel, peut avoir une connexion 4G ou 5G si le fabricant le prévoit. Alors certes, c'est plus simple de l'intégrer sur un processeur ARM que sur un processeur Intel, mais ça reste faisable sur une gamme de produits autres. Et oui, je suis d'accord, moi j'ai déjà testé des produits en 4G comme ça, justement ARM, et c'était le point fort du produit. C'était qu'en dehors du fait que tout rame et que ce soit un peu inutilisable au quotidien, d'après moi, oui, le côté 4G permanent, par contre, ça c'est génial, vraiment. Si demain on arrive à avoir des PC performants et convenables avec cette connexion permanente, je trouve ça fantastique. J'avais écrit un article dans le taxi, tu vois, c'était à Taïwan quand je testais la machine. J'étais très content d'avoir pu écrire l'article dans le taxi sans perte de connexion, et tu vois, j'avais vraiment un usage professionnel de cette connexion, et oui, c'est un vrai argument. Ça manquerait d'ailleurs, des MacBooks, des appareils qui soient plus connectés à la 5G. Enfin, j'imagine que ça concerne. Je pense que Apple va y passer. À mon avis, Apple avec le M1. Enfin, d'après moi, ils auraient tort de pas proposer un MacBook 5G à l'avenir.
Oui, oui, oui. On sait que ça avait été dans les tuyaux, ça avait été abandonné chez Apple a priori, mais peut-être que ça peut revenir au goût du jour. Alors 1169 euros donc pour la Surface Pro X, et comme tu le disais, on a un autre produit pour 10 euros de plus seulement, c'est la Surface Pro 8 avec les processeurs Intel de 11e génération. Je donne dans les grandes lignes les changements, hein, mais surtout aussi deux ports Thunderbolt 4, donc ça c'est vrai que en matière de connectique, on a quand même une connectique moderne au goût du jour. Avant, on avait du gros USB, je crois, si je dis pas de bêtises, et du port propriétaire. Hein. Exactement, ouais. La charnière qui fait la légende des tablettes Surface depuis pas mal de temps et qui permet de bien ajuster comme on veut bien. Le stylet qui peut se planquer pour être rechargé dans le clavier. Claviers qui ne sont quand même pas donnés, encore une fois. Hein. On se moque souvent à juste titre des claviers d'Apple pour les iPads. Là, on a quand même des claviers, alors qui sont certes moins chers, mais quand même à 279 euros. Le Surface Slim Pen 2, qui est à 129 euros et qui, lui, pour le coup, a une restitution de sensation d'écriture sur du papier que j'aimerais bien tester. Je crois que c'est une petite innovation dans cette gamme de produits. En gros, si on donne le package complet, l'appareil plus le clavier plus le stylet, alors, attention, on en a quand même pour 1800 euros. Oui, alors, attention, juste cette fois, pour le coup, le clavier intègre le stylet. Donc c'est pour ça aussi le prix, okay. C'est ce qui explique entre guillemets, parce que ça l'explique pas totalement, le prix élevé du clavier, c'est qu'en fait pour les 280 euros, t'as 100 euros de stylet et 150 euros et quelques de clavier en gros. Ok, c'est beaucoup plus acceptable en fait. Non, tu fais bien de faire la précision, elle est assez essentielle parce que sinon je trouvais le clavier hors de prix sur la fiche commerciale. Du coup c'est un petit peu celui qui veut une Surface Pro X, il ferait mieux de prendre la Surface Pro 8 parce que pour le coup c'est un appareil assez polyvalent sur lequel on va pas sentir vraiment de limite. On peut le conseiller à qui, Cassim Alors là pour le coup, je trouve le produit quand même beaucoup plus intéressant. Alors c'est toujours très facturé très cher d'après moi, surtout que le stockage de base est 228 Go sur la version entrée de gamme. Ça passe. Ce qui pour moi est très juste parce qu'il faut se rappeler qu'il y a le poids de l'OS et tout après derrière. Ouais. Mais bon, ok. Mis à part ça, là par contre on est sur une vraie évolution du produit. Les bords se sont affinés, on a un nouveau châssis qui est beaucoup plus fin qu'avant. Là on est dans une vraie évolution, un peu comme ce que Apple a pu proposer avec l'iPad mini là de nouvelle génération. C'est un peu le même genre d'évolution. C'est voilà, l'écran bord à bord, le châssis beaucoup plus fin, la connectique beaucoup plus moderne, le processeur plus performant, l'écran qui passe aussi à 120 Hz, puisque Windows est désormais capable à partir de Windows 11, de gérer des taux de rafraîchissement dynamiques. Donc Apple l'a mis à la mode là, mais Android le faisait aussi. C'est donc de pouvoir, selon les usages, passer de 120 Hz, 60 Hz, etc. selon le besoin du produit pour maximiser l'autonomie tout en maximisant la fluidité à tout instant, quoi. Donc c'est vraiment déjà je pense que ça va être un très bon produit. Il faudra attendre le test évidemment. La charnière t'es passé rapidement dessus, mais je trouve que ça reste l'énorme point fort de Microsoft. Et je m'explique pas. Je le sais un peu pourquoi, mais je ne m'explique pas totalement pourquoi Apple n'a toujours pas copié cet élément de design, tant il est pratique et parfait en termes de finition, et c'est juste génial, quoi. Et c'est sûr que si on compare ça au clavier hors de prix de l'iPad Pro, tu te dis là où il y a un angle de réglage qui est hyper limité, ici on a une versatilité dans les usages qui est assez dingue. Ouais. Quiconque a déjà eu un iPad et une cover à plier en 4 pour pouvoir tenter un peu quand même faiblement de pouvoir la poser sur sa table de chevet pour pouvoir regarder une série ou quelque chose comme ça, comprendra immédiatement l'intérêt d'un pied qui est intégré à la tablette et qui est beaucoup plus pratique, quoi. Alors, parenthèse mise à part, qui je le recommanderais? Bah écoute, moi quand j'étais étudiant, j'avais fait l'achat d'une Surface Pro. Je m'étais un peu ruiné, mais j'avais fait l'achat d'une Surface Pro et je trouvais ça très intéressant d'avoir d'un côté le côté tablette et stylet pour de la prise de notes quand j'étais en amphi dans des cours, et de l'autre côté la puissance et la versatilité, comme tu disais, la polyvalence plutôt en bon français, de Windows, pour pouvoir faire de la programmation, tu vois, moi j'ai fait des études en informatique, et de pouvoir vraiment avoir des applicatifs lourds que tu n'aurais pas sur un iPad. Tu peux pas vraiment faire de programmation aujourd'hui sur un iPad. Tu peux en faire sur une Surface Pro. C'est ce genre de besoin double, je trouve, qui est intéressant. Après, voilà, ça reste un produit très haut de gamme, etc. Donc je sais pas. Après, je le recommanderais à des professionnels ou à des gens qui savent très précisément que c'est ce produit-là qu'ils veulent, mais je pense qu'ils sont presque déjà convaincus.
avant même l'écoute de ce podcast. Mais voilà, avec toujours le point faible de ce produit qui est que en mode tablette, surtout comparé au début de Windows 8 où on avait un peu d'espoir, le mode tablette de Windows est un peu meilleur avec Windows 11, mais n'est pas non plus la panacée, et on est loin de l'expérience utilisateur que peut proposer un iPad, par exemple, en termes de tablette. Faut rappeler quand même qu'à partir de l'an prochain, il y aura au moins les applications Android qui arriveront. Là encore, les applications Android, c'est pas les meilleures applications, c'est pas les meilleurs exemples d'applications adaptées aux tablettes, mais ça reste au moins des applications qui sont pensées pour du tactile, quoi. Tout à fait. L'interaction tactile est quand même plus intéressante. On a un bon aperçu de ce que ça peut donner. Alors oui, on donne toujours à chaque fois. C'est vrai que les tarifs, notamment, tu donnes ton cas d'expérience à titre individuel qui t'est équipé pour tes études. Bon, c'est aussi un appareil qui peut faire plusieurs années. Je pense que ça peut être un investissement non pas de 10 ans, hein, très loin de là, mais sur plusieurs années, on peut quand même avoir un appareil assez solide qui sera durable. Donc ça, c'est important. Ultime appareil de type ordinateur portable. C'est le Surface Laptop Studio, donc c'est un petit changement de nom. Il a un prix à la place Vendôme, donc pas de prix encore. Disponible début 2022 et qui, quand tu regardes les images au premier abord, paraît très fin, avec un design à la MacBook Pro. T'as l'impression d'avoir un MacBook Pro devant toi en lévitation, mais en fait, c'est un MacBook Pro avec des semelles, donc pour se surélever. Alors je trouve vraiment le truc rédhibitoire. Moi, je trouve que c'est vraiment moche et je pense même qu'en termes d'encombrement, en termes d'expérience visuelle, c'est rebutant, mais tu me diras quel est ton sentiment là-dessus. En tout cas, c'est une itération de cet appareil. Le précédent avait le clavier qui se détachait, ou plutôt l'écran qui se détachait selon comment vous l'utilisiez. Là, ça ne se détache plus. Et vous avez aussi l'écran qui avance un petit peu comme tous ces concepts étranges qu'on peut voir passer au CES, ou comme on a pu avoir d'autres appareils passer du même titre, mais où l'écran peut s'incliner par-dessus le clavier pour en faire une expérience d'utilisation un petit peu plus en mode justement studio, hein, comme ils ont le Surface Studio, le gros appareil façon table de dessin, avec une carte graphique, on peut peut-être le souligner aussi, qui est pas neutre, qui est loin d'être inutile, plutôt performante, mais la Nvidia GeForce RTX 3050 Ti, donc ça veut dire qu'on va pouvoir faire un peu de jeux vidéo. On n'aura pas forcément des expériences graphiques au top du top, mais quand même une expérience graphique qui sera a priori satisfaisante. Petit clin d'œil autour de l'indice de réparabilité qui forcément est pas énorme, qui est de 4,3 sur 10. Bon, c'est des appareils sur lesquels c'est compliqué d'avoir des indices de réparabilité énormes, je pense. Cassim, même exercice. On a un petit peu de difficulté à répondre complètement à cette question parce qu'il n'y a pas le prix, mais quand même, à qui on peut conseiller cet appareil? Qu'est-ce qu'on peut attendre en termes d'expérience utilisateur? Et puis surtout, qu'est-ce que tu penses de ces semelles qui sont soit moches, soit repoussantes? Mais tu peux me donner ton avis, évidemment. Soit l'un, soit l'autre. Alors bon, j'irais pas jusqu'à dire que c'est repoussant, c'est très particulier, c'est très original, on va dire, pour être poli. Non, en vrai, alors j'aimerais bien le voir en vrai, en fait, voilà, pour avoir un avis définitif. Je crains que ce soit pire qu'en image. Mais... Ce qui me perturbe, alors la vraie position qui me perturbe, c'est quand le produit est en mode vraiment tablette, c'est-à-dire que où l'écran est le plus replié possible sur le clavier, où là on a l'impression d'avoir 3 couches en fait finalement. Du coup, il y a cette base. Le PC par-dessus et l'écran par-dessus qui est à moitié plié dessus. C'est assez particulier. Après, je fais confiance. Je trouve que Microsoft fait du plutôt bon travail en termes de conception et de design justement de ses produits. Donc, je leur fais un peu confiance là-dessus. Clairement, c'est une particularité. Et au moins, ça permet de le distinguer dans la masse, telle une encoche sur un smartphone populaire. Sans en dire Est-ce plus. que ce serait pas l'appareil parfait pour des agences ou des rédactions quand il y a de la production graphique et que tu peux être amené à bouger d'un bureau à un autre? Est-ce que c'est pas, alors c'est facile de tout rattacher au Covid et au travail à distance, mais est-ce que ce serait pas un appareil sympa pour ce type d'usage? En gros, tu vas au bureau et quelle que soit la place que tu occupes dans l'open space, tu peux facilement le déplacer et t'installer et en même temps avoir un environnement de production graphique confortable, et puis tu peux le ramener chez toi, même si c'est pas sa vocation première, quoi. Non, mais alors tu tapes dans le mille, et clairement le public cible de ce type de produit, c'est du créateur de contenu, c'est une personne qui veut monter sa vidéo pour YouTube, qui veut épauler pour du Twitch, ou qui veut faire du Photoshop ou ce genre d'application là. Ou de l'accessibilité parce que t'as parlé de la carte graphique pour un usage de vidéo, mais le premier usage de la carte graphique dans ce PC, c'est avant tout d'aider au rendu 3D, d'aider au rendu vidéo pour faire du montage vidéo, etc.
va vraiment épauler pour de l'applicatif professionnel, quoi. Avant du jeu vidéo, même si le jeu vidéo évidemment va être intéressant aussi. Je dirais, ouais, voilà, que c'est vraiment. On dit souvent que les produits sont pro. Là, pour moi, ça répond vraiment à un usage professionnel. Euh, ni plus ni moins qu'un gros MacBook Pro 16 pouces qui aurait un écran tactile et un stylet intégré, quoi. C'est toujours le principe. Voilà. Après, je trouve le design intéressant. Et le prix, par contre, faudra s'attendre à un prix vraiment assez élevé, à mon avis. Hein. On sera bien au-delà des 2 000 €, quoi, à mon avis. D'ailleurs, ça me fait penser encore une fois à cette appellation pro que je trouve de plus en plus déroutante dans les gammes de produits, qui a été plus ou moins mis à la mode par Apple. Mais je trouve que là, c'est marrant, mais tu pourrais très très bien te dire que ce serait le Surface Laptop Pro pour le coup. Bon, studio, je comprends. Les nommages chez Microsoft, comme dans plein d'entreprises, sont toujours discutables, mais c'est vrai que le Surface Pro 8, par exemple, est-ce que le Pro est nécessaire ? Est-ce que là, ce serait pas plus facile de toucher l'environnement professionnel si on appelait cet appareil le Surface Laptop Pro ? Bon. Je suis d'accord avec toi. Après, je trouve que studio marche bien comme terme. Je trouve que c'est un joli terme pour. Ça fait production. Bah ouais, je trouve qu'il est plutôt et ça fait production lourde justement. Donc oui. Je trouve ça intéressant comme mot marketing. Ça illustre bien de la production visuelle, effectivement, ou de la production de contenu en général. Et on va terminer par ce qui, moi, m'a, sur le coup, plutôt plu, je dois dire. J'ai été plutôt séduit, mais c'est le produit qui m'a le plus séduit dans l'annonce de l'événement. Mais évidemment, il y a des réserves, vous allez comprendre. C'est le Surface Duo 2, donc ce smartphone sous Android avec une interface quand même graphique très forcément Microsoft, composé de 2 écrans et qui peuvent se replier l'un sur l'autre. Alors le premier se repliait à 360, on pouvait vraiment le mettre dans un sens ou dans l'autre. Là, il va falloir composer avec des nouveaux capteurs photo, des nouveaux objectifs même qui sont qui ont l'air sur le papier en tout cas plutôt performants et qui se mettent vraiment au goût du jour par rapport à ce qu'on attend d'un smartphone aujourd'hui en matière de photographie, en matière de prise de vue, mais forcément on peut pas le déplier complètement à plat parce qu'il y a les objectifs photo qui débordent un petit peu. Surtout un processeur moderne. Je me rappelle quand tu avais pris la parole sur le Surface Duo, on avait souligné à quel point le processeur était probablement un petit peu à la traîne. Bon là c'est un Snapdragon 888. Il y a le capteur d'empreinte digitale qui va bien sur la tranche, sur le bouton d'allumage, comme c'est le cas de plein d'appareils. Plutôt malin, on coche la case du problème corrigé. 5G, forcément un smartphone plutôt haut de gamme aujourd'hui en 2021, il faut qu'il soit 5G, c'est le cas ici, avec la nano SIM et l'eSIM. Alors je sais pas si c'était le cas du premier Duo, j'ai honnêtement un doute sur la compatibilité en carte SIM. Je sais pas si tu auras la réponse et l'éclairage à ce sujet. En tout cas, il gagne aussi le NFC et il gagne aussi des bords incurvés à l'intérieur, donc la partie qui jouxte la séparation des 2 écrans tend à être un petit peu arrondie, un petit peu comme certains smartphones, à l'époque le Samsung Galaxy Edge avait des bords d'écran comme ça, ce qui semble améliorer l'expérience de passage et l'expérience visuelle entre les 2 écrans, et ce qui permet aussi, alors j'ai l'impression quand même que c'est une proposition maligne à un problème qu'ils avaient au départ, de proposer de l'affichage de notifications à l'extérieur du smartphone quand il est replié, donc on voit cette partie incurvée des écrans et a priori Microsoft arrive à l'exploiter pour avoir des notifications. Je suis pas certain que ce soit les notifications les plus pratiques de la Terre, mais en l'absence d'un écran externe qui donne des premiers niveaux d'infos, comme c'est le cas par exemple dans le Fold ou dans le Flip de Samsung, après tout pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et puis évidemment c'est un smartphone qui est vendu sans adaptateur secteur, il faudra s'y faire. Cassim, moi j'ai eu vraiment l'impression que c'était, comme c'est le cas pour beaucoup de produits qui sortent dans la tech, l'itération viable qu'on peut conseiller aux gens parce que c'est la version 2 qui gomme plein de problèmes, il est dispo en blanc et en noir. On sent que on pourrait le conseiller peut-être à virtuellement n'importe qui veut se lancer dans ce nouveau type de produit. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi ? Je suis assez d'accord. Alors, on pourrait facilement plomber Microsoft, mais je suis assez d'accord. La version 1, comme le premier Galaxy Fold chez Samsung, c'était beaucoup plus. On était à l'état de prototype grandeur nature, quoi. Là, on corrige vraiment pas mal de problèmes, qui étaient des problèmes quand même majeurs. Le fait qu'il n'y avait pas d'appareil photo, par exemple, sur la première version du produit. Il fallait obligatoirement utiliser le capteur frontal pour faire des photos, c'était quand même assez dommage, même si l'usage permettait de le mettre au dos du téléphone, la qualité s'en ressentait. Là, tu l'as dit, je vais pas refaire le tour des caractéristiques, mais voilà, il coche toutes les cases, toutes les choses
que l'on pouvait reprocher à la première génération du produit. Et du coup, moi, ça m'intéresse beaucoup plus. Alors, c'est toujours hors de prix, malgré que Microsoft soit challenger, c'est-à-dire qu'il se place à 1599 €, ce qui est peu ou prou la même gamme de prix, on va dire, que le Galaxy Z Fold. Et du coup, voilà, il se passe en concurrent du numéro 1 mondial. Et je sais pas si Microsoft a les reins assez solides dans le secteur mobile pour se permettre d'être en face du numéro 1 mondial. Bon, bah, c'est à Microsoft d'assumer. Je dirais quand même que moi, je reste très intéressé. C'est la première fois que du coup que je testerai vraiment le Surface Duo. Je compte le tester pour Android. Et je suis très intéressé par leur form factor. Je trouve qu'ils ont une proposition qui est unique sur le marché et que je trouve qu'ils arrivent à défendre plutôt avec de la logique. C'est-à-dire ils estiment que un seul écran pliable, c'est pas forcément la meilleure idée. Eux, ils estiment que la séparation entre les deux écrans est importante, ce qui permet de séparer logiquement dans ton esprit les applications, comme quand tu as un PC qui a deux écrans au boulot. Enfin, si tu as déjà eu l'occasion de travailler avec deux écrans, tu es beaucoup plus productif parce que tu peux être beaucoup plus productif parce que tu arrives à séparer vraiment les tâches en deux fenêtres différentes, beaucoup plus que sur un seul écran large. Donc c'est leur pari sur mobile. Et je trouve le pari au moins, en tout cas, intéressant. Je suis content, entre guillemets, qu'au moins ils jettent pas l'éponge au premier produit, qu'au moins ils essayent avec un produit plus mature. Reste le point d'intégration principal sur ce produit, c'est le suivi logiciel. Je trouve que Microsoft devrait faire partie de ces marques qui devraient être complètement exemplaires quand on sait l'importance qu'ils ont dans le monde de l'entreprise. Et malheureusement, sur le premier Surface Duo, ils n'ont pas du tout été exemplaires. Ils ont été très en retard sur les mises à jour. On attend toujours la mise à jour de mémoire à la dernière version d'Android. Et on ne sait pas si la prochaine version d'Android qui s'apprête à sortir quand même, du coup ils ont presque un an de retard, arrivera sur la première génération du Surface Duo. Ils en ont pas trop reparlé. Et là, pour le Surface Duo 2, j'espère maintenant qu'ils ont un produit plus moderne, j'espère qu'ils auront la rigueur de prendre bien en charge le produit et d'avoir un suivi logiciel au niveau, quoi. Et ce suivi logiciel, il se manifeste aussi au travers des applications tiers, c'est-à-dire que c'est aussi un des points qu'on sait crucial dans l'univers des smartphones, c'est à quel point l'application que tu adores, bon certes, est disponible sur ton smartphone, mais surtout tire parti des avantages. Je dois reconnaître que là, je sais pas quel est le niveau d'adaptation des applications tierces au Surface Duo actuel et demain du Surface Duo 2, quoi. Ça, c'est une vraie question aussi. C'est une vraie question, et en même temps, le fait de proposer ce double écran, moi, me fait penser que l'usage ne t'amène pas principalement à vouloir absolument que les applications tiennent sur les deux écrans en même temps et donc prennent en compte la chose. Alors, il y a toujours l'usage le plus intéressant pour une application qui veut le prendre en charge, par exemple comme le Game Pass. C'est l'usage un peu en mode Nintendo DS, c'est-à-dire que tu retournes l'appareil et tu as un écran supérieur et un écran inférieur et les deux écrans affichent des choses différentes. Là, pourquoi pas. Mais hormis des applications peut-être d'actualité qui pourraient afficher la liste des articles à gauche et le contenu de l'article à droite ou ce genre de choses, globalement, je trouve que tu auras plutôt tendance à vouloir avoir une application complètement différente à gauche et une application complètement différente à droite. D'ailleurs, dans l'optimisation entre guillemets logicielle qu'apporte Microsoft, il y a le fait qu'ils se souviennent que tu puisses créer des raccourcis vers carrément directement des doubles applications. C'est-à-dire, tu vas pouvoir créer un raccourci qui dit je veux ouvrir YouTube à gauche et le Play Store à droite. Et quand tu cliques sur ce raccourci, il ouvre d'un coup les deux applications en même temps. Moi, à vue de nez, j'ai l'impression que ce serait plutôt ça l'usage intéressant. Après, à voir. Hein. Et je veux pas non plus complètement évacuer ton point. Je trouve qu'il est assez intéressant et surtout, on a vu que même des applications de Microsoft, notamment Microsoft Start, qui est le nouveau nom de Microsoft Actualité, quand il est sorti, ne prenait pas en charge le Surface Duo, c'est-à-dire que ça s'étendait sur les deux écrans et tu avais la barre de recherche qui bavait un peu sur les deux écrans. Enfin, tu avais des éléments d'interface perdus au milieu. Bref, c'était ni fiané à faire. Là, ils ont promis pour le Surface Duo 2 du coup qu'il y aura une mise à jour de l'application justement pour le prendre en charge, mais voilà, comme tu dis, c'est pas sérieux, quoi. En sachant aussi, pour terminer peut-être le panorama de ce Duo 2, c'est qu'ils ont montré aussi, il y a la possibilité d'acheter une cover qui va te permettre d'attacher magnétiquement et charger le stylo, puisqu'il est compatible aussi avec le Slim Pen, le Duo. Ouais. Là aussi, en concurrence probablement les usages qui sont décrits par un Fold, où on a un stylet et on peut l'utiliser avec un stylet. Je trouve ça
aussi très intéressant d'avoir ce type d'appareil en mobilité, j'imagine pour un professionnel, pour prendre des notes, pour prendre des croquis, etc. Ça peut être très pratique. Peut-être si je devais donner dans les grandes lignes l'affrontement des philosophies qu'il y a, je dirais que d'un côté, donc on a des smartphones avec des grands écrans pliables, notamment évidemment côté Samsung, qui moi correspondraient, quand tu prends ton exemple de double écran, à des grands écrans incurvés, là où la proposition de Microsoft, c'est de dire non, pas de grand écran incurvé, mais plutôt double écran. Tu vois ce que je veux dire? Parfois, quand on s'équipe dans un bureau, soit on prend un grand écran incurvé, soit un double écran. D'aucuns prendraient double écran incurvé, mais c'est peut-être des usages très très à la marge. Et ben là, j'ai l'impression que c'est un petit peu les deux propositions. Moi, je suis très très intéressé par ce smartphone. Je trouve qu'il a une vraie belle proposition. Il est évidemment pas parfait, mais il commence à être viable parce qu'en fait, on peut profiter de l'avantage qui est annoncé par Microsoft sans souffrir au quotidien de certains trucs qui sont clairement rédhibitoires. La photo en premier lieu, je dirais. Je dirais qu'au moins on pourra pas accuser Microsoft de faire comme les autres. Au moins ils ont une proposition un peu unique sur le smartphone, qu'on aime ou pas. Et après, juste un mot sur le stylet. Je trouve que oui, il est très intéressant. En plus, les premiers retours des journalistes qui ont pu prendre en main le produit, le stylet s'attache magnétiquement au smartphone, mais de façon ultra forte. C'est-à-dire, la comparaison que j'ai lue est celle d'un magnète sur un frigo, mais tu sais les gros magnettes quoi. Et du coup ça plaque contre le téléphone, et en fait en gros faut vraiment forcer un peu pour arracher le stylet quand t'as vraiment envie de l'utiliser, ce qui veut dire que il va pas tomber tout seul dans ta poche ou dans ou dans ton sac, donc je trouve ça, il a l'air plutôt bien pensé le produit autour de ça. Ouais, là où l'iPad, clairement, c'est pratique de le recharger, le stylo, mais dès que tu te trimbales avec, t'as une chance sur deux de le paumer, c'est dommage. Si vous voulez avoir plus d'infos et peut-être revoir les éléments qu'on a abordés ensemble, mais surtout les voir en vidéo avec la belle prestation d'animation et de présentation de Cassim, je vous invite à aller regarder la vidéo de Frandroid qui était dédiée à cet événement. Encore une fois, petit clin d'œil, Cassim, je trouve que tu bonifies encore ta présence en vidéo, de vidéo en vidéo, donc bravo. Allez regarder cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir rejoint pour cet épisode un peu en format court. Où est-ce qu'on peut te retrouver à titre individuel, Cassim? On peut me retrouver sur, tu t'as tout dit, hein, mais on peut me retrouver sur frandroid.com où j'écris avec mes petits doigts des articles tous les jours. Bravo Cassim, merci beaucoup. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr. Si vous en avez soupé de la pub dans Tech Café en pré-intro, je vous invite évidemment à aller jeter un coup d'œil sur patreon.com/techcafé. Vous aurez toutes les infos du financement participatif qui vous permet d'accéder au podcast avec un flux privé, sans la pub, le chapitrage des émissions. Merci beaucoup de votre fidélité. Je vous dis rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao.